to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un film qui sort en salle le 12 avril. Le film s'intitule L'automne à Pyongyang, un portrait de Claude Lanzmann. Ce film est réalisé par François Margolin. Il est là aujourd'hui pour nous en parler. Et avant qu'on commence à parler de ce film assez bouleversant, je voulais juste remercier Jamila Ouzaïr pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Je pose toujours une question très godardienne au début à mes invités. Je leur demande toujours comment ils vont. Alors, comment allez-vous? Écoutez, ça va, j'ai juste un peu mal au dos en ce moment parce que j'ai beaucoup circulé dans différents pays étrangers, entre autres en Ukraine et en Albanie, et je crois que j'ai peut-être trop de travail. Donc, comme on dit, sans être ni godardien ni lacanien, j'en ai peut-être plein le dos en ce moment parce que j'ai trop travaillé. Je n'ai pas plein le dos de mes films, j'ai plein le dos de leur trop travailler. Voilà. Mais comment vous allez faire? Parce que j'imagine que ce film, soit vous avez déjà commencé la tournée, pardonnez-moi de ce mot un peu grossier, mais c'est comme ça qu'on dit, ou soit vous avez commencé déjà à l'accompagner, ou soit vous allez l'accompagner, donc il va falloir que vous soyez en bonne santé, parce que c'est... Ah oui, non, mais attendez, je suis pas en train de dire que j'ai en très mauvaise santé. Justement, aujourd'hui, je vais aller voir un espèce d'acupuncteur et tout ça. Enfin, non, je vais pas vous parler de ma santé, c'est pas le sujet. Voilà. Non, mais je ne crois pas être à l'article de la mort et je crois pouvoir accompagner le film. On va même faire de nombreux débats dans les salles où il passera, en particulier au 3 Luxembourg, où ils sont très friands de ça, et j'ai déjà l'expérience de ça, au 3 Luxembourg à Paris, qui est une salle assez prestigieuse. Et non, ne vous inquiétez pas, j'irai là où il faudra, en province aussi, il n'y a aucun problème. Voilà. Non, mais vous savez, quand je pose une question même qui a cette apparence d'être une question un peu hors sujet, c'est parce qu'il y a toujours un lien avec le film. En l'occurrence, oui, ça parle de Lanzmann et qui a, à l'époque du film, je crois, il a 90 ans, un peu plus, je crois. Il a juste 90 ans quand on va là-bas. Et effectivement, c'était pas évident. On a même failli, quelques jours avant, être obligé d'annuler le voyage pour des raisons de santé parce qu'il n'était pas très bien. Mais il tenait tellement à faire ce voyage, et puis je peux pas dire qu'avec les Nord-Coréens c'est très simple d'obtenir des autorisations, donc si on décalait le truc, j'avais très peur que finalement les choses ne puissent plus jamais se faire. Donc on y est allé, il était en pas très très bonne santé, mais enfin il était tout de même, pour son âge, il était tout de même valeureux, quoi. Je sais pas comment dire, pour aller jusqu'au fin fond de la Corée du Nord, faut le faire. Et puis, je pense que c'est la ragaillardie même d'aller là-bas. C'est ça, que du coup, retrouver finalement une partie de sa jeunesse, parce que je crois que c'est ça qu'il allait chercher en Corée du Nord. Donc retrouver une partie de sa jeunesse, de sa jeunesse, c'est lui jeune. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'était une sorte de miroir de lui jeune, puisqu'il y est allé, il avait, je sais plus quoi, entre 25 et 30 ans. Et donc, c'était quelque chose qui était très important pour lui, parce que finalement, ça le ramenait à quelque chose d'avant. Et puis, comme je pense que dans sa tête, il pensait qu'il avait toujours 25 ans, c'était très important pour lui d'aller là-bas. Et donc, c'était quelque chose qui était... L'âge, ça a toujours compté pour lui. Voilà. Et je ne vais pas déflorer toutes les questions. Vous avez sans doute d'autres questions sur le sujet. Ah non, mais là, on est vraiment dans une très belle continuité, parce qu'en plus de cela, je crois qu'il avait 33-34 ans quand il est allé en Corée du Nord, parce qu'il est 25-58, voilà. Mais c'est là, alors, on est en train de parler de Claude Lanzmann sans se dire peut-être qu'il y a que quelques-uns qui vont nous regarder ne connaissent pas peut-être Claude Lanzmann, ça peut arriver. En tout cas, me concernant, oui. C'est un cinéaste assez important qui a signé pas mal de films, dont un, effectivement, il est toujours associé à celui-ci, mais en même temps, c'est tout à fait logique. C'est Shoah, qui est sorti, je crois, qui a été exploité, je crois, en 85, mais c'est à peu près 12-13 ans de fabrication. Et est écrivain, bien évidemment, et il a fait d'autres films aussi. Et moi, première question très basique, très simple. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, même si vous le connaissiez très bien, mais qu'est-ce qui a fait que ce film existe? Qu'est-ce qui a fait que vous ayez, vous deux, eu cette envie, entre parenthèses, de faire un film sur le taekwondo?
Donc voilà, donc ça, je mets entre parenthèses le mot taekwondo, mais enfin faire un film plutôt. Mais ça, on va en parler parce que c'est aussi un film qui est très drôle au même temps et qui est aussi bouleversant. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, voilà, que ce film existe, que vous soyez parti avec lui, que vous l'ayez accompagné ou que peut-être il vous a accompagné aussi pour faire ce film? Mais écoutez, je crois déjà que tout film est un miracle, hein, mais alors celui-là encore plus peut-être que d'autres, parce que si vous voulez, c'est un ensemble de circonstances qui ont fait que ce film a pu exister, et il y a eu tous les événements possibles et imaginables pour que le film n'existe pas. La première condition, ça a été que moi, je me suis retrouvé, mais par le plus grand des hasards, invité comme membre du jury du Festival international du film de Pyongyang. C'était en 2014. C'est un festival, je ne savais même pas l'existence de ce festival. Je ne suis pas du tout un soutien politique de la Corée du Nord. Mais par contre, j'étais très curieux, parce que j'aime bien les choses curieuses et les pays curieux. J'aimais bien l'idée d'aller en Corée du Nord depuis longtemps, voilà, parce que ce n'est pas simple. Et chaque année, ils invitent un occidental. Je me suis retrouvé donc dans le jury avec un Russe, un Nord-Coréen, un Chinois et un Iranien, et moi. Et ça a été une expérience hallucinante. J'avoue que ça pourrait être un sujet de roman. Enfin, c'était dément parce que on côtoie des gens très importants de Corée du Nord, mais en même temps, on n'a droit à rien, parce que dans ce pays, en gros, tout est interdit. Donc, mais par contre, voilà, c'est inoubliable parce que j'y ai vu d'ailleurs des films pas mal, mais c'est le sujet, évidemment, pas les films qu'on voit. Le sujet est plutôt l'atmosphère, ce qui se passe, comment on côtoie les gens. Et puis, c'est un des rares moments de l'année où le pays, je ne dis pas s'ouvre, mais disons est un tout petit peu ouvert pour les gens qui sont invités pour ce festival. Il y a 2 événements dans l'année où il s'ouvre un tout petit peu. Il y a le Festival international du film de Pyongyang, qui a d'ailleurs plus lieu depuis 2-3 ans à cause du Covid, et il y a le marathon de Pyongyang. Donc si les gens veulent aller en Corée du Nord, c'est les 2 occasions. Donc je suis allé là-bas, j'ai vu des films, j'étais très curieux des trucs. Le dernier jour, les responsables du festival ou du cinéma là-bas, c'est à peu près pareil, me disent écoutez, on serait ravis de coproduire des films avec vous, parce qu'ils voyaient que ça s'était pas trop mal passé avec moi. Enfin, il n'y avait pas eu d'incident, ils n'avaient pas été obligés de me mettre dans le premier avion pour me réexpédier en France. Donc, je dis écoutez, je leur dis oui. J'ai compris rapidement que coproduire avec eux, c'était en gros amener de l'argent et ils fournissaient tout le reste. Et après ça, ils m'ont envoyé une fois, je sais pas quoi, dans l'année qui a suivi, ils m'ont envoyé un scénario qui n'était ni fait ni à faire, sur le taekwondo d'ailleurs. Et du coup, je leur ai renvoyé une autre version. Enfin, ça ne s'est pas fait, évidemment. Mais surtout, quand je suis rentré là-bas, 8 jours après, comme je connaissais assez bien Claude Lanzmann, on a dîné ensemble et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai la possibilité, sans doute, de t'emmener là-bas et de convaincre les Nord-Coréens de faire ce film que tu rêves de faire depuis très longtemps, qui est une partie essentielle de ton livre de souvenirs qui s'appelle Le Lièvre de Patagonie, qui a été un succès mondial et qui raconte ta vie, et dont un bon tiers au moins est consacré à une histoire d'amour qu'il a eue avec une infirmière nord-coréenne en 1958, quand il est allé là-bas jeune sympathisant communiste avec Chris Marker, Francis Lemarque, qui était un chanteur, un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Armand Gatti. Et donc, je lui ai dit, voilà, j'ai peut-être la possibilité de t'emmener là-bas. Et à l'époque, il ne savait pas très bien s'il ferait un documentaire ou une fiction. Et on a réfléchi beaucoup à ça. Il a commencé à écrire un scénario. Et puis, enfin, ça a été très compliqué. Mais j'ai fini par envoyer un projet de film aux Nord-Coréens. Et il faut savoir, les Nord-Coréens, il y a une adresse mail. Hein. Dans tout le cinéma, c'est pas, au moins, on sait que le projet est lu par tout le monde, mais il passe par toute la hiérarchie du pays. C'est ce qu'on appelle l'adresse générique. Exactement. Et du coup, et ils m'ont dit oui, d'ailleurs à ma grande surprise. Et donc j'ai dit à Claude, écoute, on y va dès que tu peux, j'organise ça. Et puis, alors on a tout cherché à obtenir de l'argent, évidemment, en France un petit peu. On a trouvé très difficilement, malgré la notoriété de Claude Lanzmann.
mais on a tout de même trouvé, on a eu, je crois, l'avance sur recette, plus le groupe Orange, qui à l'époque nous a donné un peu d'argent. Donc, on avait les moyens de pouvoir aller là-bas. Et puis, 15 jours avant de partir, je reçois un mail sur cette unique adresse mail, et on m'explique que finalement, ils ont décidé que c'était plus possible de faire ce film. Alors, je leur dis, mais c'est pas possible, on a déjà proposé le sujet en France, on a obtenu de l'argent, on a réservé les billets d'avion, l'hôtel, ceci, cela, etc. Et enfin, l'hôtel, il faut dire, il y en a un seul hein, pour les étrangers à Pyongyang. Et du coup, j'aurais dit, mais écoutez, Claude Lanzmann, je vais lui parler, et je les aurais renvoyé un mail le lendemain, et j'aurais dit, écoutez, Claude Lanzmann est d'accord pour venir faire des repérages pour un film sur le taekwondo. Et du coup, ce qui était évidemment un mensonge gigantesque, mais du coup, ça nous a permis tout de même d'aller là-bas, et ça a permis, en rusant énormément, de pouvoir partir là-bas. Donc, on est parti avec son opératrice habituelle qui s'appelle Caroline Champetier. On a emmené un ingénieur du son avec qui je travaille très souvent, qui s'appelle Camille Lotto. Et puis, il y avait une personne avec qui... dont Claude était très proche à l'époque, qui nous a accompagnés aussi. Donc, on était 5. Et on est allé là-bas et on a tourné un film qui s'appelle Napalm. Et moi, je me suis dit que l'occasion était tellement hallucinante que ça me permettait d'interroger Claude Lanzmann sur sa vie en général. C'est-à-dire de faire une sorte de making-of dont je ne savais pas au départ ce que ça serait. Je ne pensais pas qu'il allait mourir 2 ans plus tard. Et du coup, de l'interroger aussi bien sur le communisme, sur son engagement politique, sur Simone de Beauvoir, sur Jean-Paul Sartre, sur sa sœur, enfin sur des tas de choses, et puis sur sa vie, sur la vie, sur la mort, voilà, sur des choses comme ça. Et c'est ça qui nous a permis de faire ce film. Et du coup, j'ai laissé reposer ces choses, parce que c'est vrai que la mort de Claude m'a beaucoup touché, et puis... il y a, disons, 1 an et demi, j'ai re-regardé ces rushs, je les ai montrés à mon monteur, et on s'est dit qu'il y avait de quoi en faire un film. Et du coup, je suis même retourné là-bas en Corée du Nord, parce que j'ai obtenu, c'était juste avant le Covid, l'autorisation d'y aller dans le cadre de ce festival. J'ai tourné quelques plans, quelques scènes, quelque chose qui me permettait de mettre en perspective le voyage qu'on avait fait ensemble, et puis de raconter quelques trucs incroyables sur la Corée du Nord, parce qu'en plus, on est tombé à un moment où il y avait ce qu'on appelle les mass games, ces trucs hallucinants qui se passent dans le grand stade de Pyongyang, où il y a 80 000 figurants, enfin, qui changent des panneaux au millième de seconde tous ensemble, parce que je crois que s'il y en a un qui fait une erreur, il va directement le lendemain dans un camp de travail. Donc, du coup, c'est très, très bien organisé, et c'est une hallucination, et c'est quelque chose qui est très proche de la fiction. Donc, tout ça, tout ça a permis de faire ce film sur Claude Lanzmann, et c'est vrai, comme vous me posiez la question au début, qui est Claude Lanzmann? Mais Claude Lanzmann, c'est tout de même un monument absolu du cinéma documentaire. C'est un monument du cinéma du XXe siècle, peut-être même du XXIe, et surtout c'est c'est une des rares personnes dont le titre d'un film est devenu un nom commun, parce que avant le film Shoah n'était pas un nom commun qui était dans le dictionnaire. C'était un mot d'hébreu, mais qui voulait dire catastrophe, mais finalement c'est une des rares personnes qui a un titre de film qui est passé dans le dictionnaire. C'est tout de même rare, voilà. Il insiste beaucoup pour dire que son film n'est pas un documentaire, mais une fiction. Oui, alors c'est moi qui suis en train de dire un documentaire, parce que c'est vrai mais ça me permet de rebondir sur une très belle séquence du film où il revient. Oui, c'est un documentaire. Mais de toute façon, effectivement, c'est d'ailleurs dans le film, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand je lui dis, voilà, tu fais que des documentaires. Non, il me dit, Shoah, c'est une fiction. Alors, ça pourrait être mal interprété d'ailleurs de dire Shoah est une fiction. Ça pourrait faire révisionniste, ça pourrait dire j'ai tout inventé de ce qui s'est passé dans les camps d'extermination. Pas du tout. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a été obligé
donc en le faisant entre 20 et 30 ans après la fin de la guerre, de demander à des gens même de reconstituer des scènes ou de faire en sorte de raconter sur les lieux où ça s'était passé, ce qui s'était passé. Et c'est une telle monstruosité que justement, il ne voulait pas vraiment faire de la fiction. Il ne voulait pas faire de la fiction comme a pu le faire Spielberg dans la liste de Schindler ou comme a pu le faire Roberto Benigni dans La vie est belle. C'est-à-dire, c'est même des gens qu'il a beaucoup, comment dire, je n'allais pas dire dénigré, critiqué en disant on n'a pas le droit de reconstituer vraiment les choses. Mais lui, par contre, s'est toujours placé du côté des victimes, jamais des bourreaux, et il a voulu les rendre vivants. C'est-à-dire que je crois que une des choses importantes qu'il faut comprendre dans le Shoah, c'est que c'est pas un film sur la mort, c'est un film sur la vie. Et c'est l'idée que ce qu'il faut garder même de cette époque, c'est que c'est ceux qui ont résisté, c'est ceux qui ont décidé de se battre, et c'est un film qui est une preuve de vie, voilà. Et c'est je crois, ce qui lui plaisait beaucoup. Et quand il dit à la fin du film que j'ai fait sur lui, l'automne à Pyongyang, qui dit, en hébreu, on dit les raïm quand on trinque avec quelqu'un. Les raïm, ça veut dire à la vie. Et c'est-à-dire que chez les Juifs, on ne pense qu'à la vie, qu'à l'avenir, qu'au futur, et on essaie d'oublier la mort. Non pas qu'on essaie de tirer un trait dessus, mais par contre, on pense à ce qui se passera plus tard, et non pas un retour en arrière pour se complaire, disons, uniquement dans la commémoration et dans la victimisation. Voilà. Je trouve que votre film, comment dire, met du temps à prendre forme. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, peut-être progressivement, qui fait que arriver à la séquence, je vais l'appeler la séquence du bateau ivre. Voilà, il se passe quelque chose qui fait que là, le film prend un autre tournant, comme si il y avait une forme comme si tout le monde dans le plan était rassuré, même les guides d'ailleurs, et le film prend une autre tournure, je trouve, et qui devient même finalement extrêmement bouleversant. En fait, le film finit par être, au début, commence de manière assez théorique, on installe les choses, on montre un peu ce qu'il en est, et puis progressivement, le film prend vraiment une tournure comme s'il s'improvise. Je ne sais pas comment me l'expliquer, mais j'ai eu cette sensation-là. Et peut-être qu'à partir du bateau ivre, où vous lui demandez s'il connaît le fameux poème de Rimbaud, et s'il le connaît, il vous dit qu'il le connaît par cœur, et là, il le dit. Et donc, alors déjà par rapport à cette structure-là, qu'est-ce que vous en pensez? Puis surtout, une autre question par rapport à la séquence du bateau ivre, où moi, je m'attendais à ce que vous laissiez Lanzmann aller jusqu'au bout. Et en fait, il y a une, si je me rappelle bien, il y a un cut. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez décidé de couper? Bah, écoutez, parce que le bateau ivre, c'est très très long. C'est très très long. Et au milieu du film, au début, on voulait effectivement. Il l'avait récité à peu près intégralement. Il était furieux parce qu'il avait fait 2-3 petites erreurs, mais il le connaissait par cœur. Mais si vous voulez mettre 10 minutes du bateau ivre au milieu d'un film, c'était tout de même très compliqué. On a essayé au début avec mon monteur, mais si vous voulez, c'était pas possible. Donc moi, ce que je voulais surtout montrer, c'est la mémoire qu'il avait, même à 90 ans, c'était de le mettre en situation, c'est-à-dire cette scène presque absurde de se retrouver devant le plus grand barrage de Corée du Nord, devant la mer, qui est un endroit qui est d'ailleurs totalement, je crois que personne n'a jamais été à peu près, où on a eu l'autorisation très vaguement d'aller, et de mettre ce poème qui est... je trouvais qu'il y avait une résonance avec le décor. Voilà. Il y avait une résonance avec le décor, c'est ça qui m'importait, et de montrer à quel point la poésie comptait pour lui, comment le langage, peut-être encore plus que la poésie, comptait pour lui, parce que Lanzmann, c'est quelqu'un pour qui les mots avaient vraiment un sens. C'est-à-dire que chaque fois qu'il m'écrivait des mails, même à des moments, on s'est engueulé par mail, des fois, parce que le principe de Lanzmann, c'est qu'il s'est à peu près engueulé avec tout le monde, mais on se réconciliait en même temps après. C'est-à-dire que ensuite, 2 jours après,
il appelait, est-ce que tu voudrais pas aller venir dîner? Il s'excusait jamais, mais par contre, c'était une façon de dire, voilà, en gros, je m'excuse. Mais chaque fois qu'il écrivait un mail, même très désagréable, c'était toujours avec les mots les plus choisis. J'ai jamais vu quelqu'un qui écrivait aussi bien et qui maîtrisait aussi bien la langue française. Et donc, je tenais vraiment à ce qu'il y ait cet apport de la poésie et peut-être ce qui est le plus grand poète français de tous les temps, Rimbaud, enfin en tout cas, qui est un des plus grands, je crois qu'il lui adorait aussi Victor Hugo, mais pour moi, Rimbaud, c'est voilà, c'est beaucoup de choses, c'est la jeunesse, c'est le plaisir du langage, voilà, je sais pas comment dire, c'est quelqu'un de très particulier dans la langue française. Donc, je pense que c'est quelque chose qui importait beaucoup, et puis ça permettait de toucher l'intimité de Claude. C'est-à-dire qu'effectivement, et là vous avez sans doute raison, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, on est, disons, dans un voyage très particulier, dans un décor très particulier en Corée du Nord, et puis tout d'un coup, on arrive purement dans l'intime. Et je crois que l'intime, c'est ce qui m'intéressait de chercher chez Claude, parce que moi, j'ai eu la chance de le connaître extrêmement bien, en particulier les 6 ou 7 dernières années de sa vie où je passais mon temps avec lui. Et je voulais montrer, oui, voilà, des choses de lui que les autres n'ont sans doute pas montré, des fois d'ailleurs justement en le réduisant à quelqu'un qu'on n'interrogeait que sur la Shoah, sur l'extermination des Juifs. Moi, je voulais montrer autre chose de lui aussi, même si ça a compté extraordinairement. Je voulais montrer voilà, ce qui l'intéressait, y compris en Corée du Nord. Parce que je crois que ce qui l'intéressait en Corée du Nord, en dehors de ce que je vous disais, d'avoir essayé de retrouver sa jeunesse perdue, si je puis dire, c'était l'immortalité. C'est-à-dire que, en gros, ce qui lui plaisait beaucoup en Corée du Nord, c'est pas la qualité, c'est pas un soutien politique, c'était le fait que Kim Il-sung, qui est mort il y a 25 ans, qui est le fondateur et le premier président de la Corée du Nord, est toujours président 25 ans après sa mort. C'est pas comme en Afrique où il y a des présidents à vie. Là, il est président encore 25 ans plus tard. Il sera sans doute, je ne sais pas si c'est éternellement, parce que peut-être que la Corée du Nord changera d'ici là, mais ça lui plaisait l'idée de se retrouver avec des gens qui croyaient en l'éternité. Parce que lui, il croyait aussi, je ne vais pas déflorer tout ce qui est dit dans le film, mais il explique qu'il vivrait bien 1 milliard d'années et qu'il ne se ferait jamais chier. Et donc, et ça, c'était un point commun extrêmement important avec la Corée du Nord, et peut-être d'ailleurs avec moi. Moi, je suis totalement en accord avec lui là-dessus. Je crois simplement qu'il s'est passé une chose dans la vie de Claude Lanzmann qui a fait qu'à un moment, il a un peu laissé filer les choses, qu'il est mort à 92 ans. C'est la mort de son fils, parce que son fils, qu'il avait eu très tard, qui avait 25 ans, Félix, il est mort à 24 ans d'ailleurs, a eu un cancer fulgurant et a essayé de se battre pour lutter contre la mort, mais son fils est mort avant lui, environ 1 an avant lui, et je crois que c'est le truc qui a été un coup fatal pour Lanzmann. Je ne sais pas s'il aurait vécu éternellement, mais en tout cas, il aurait sans doute vécu plus longtemps si son fils n'était pas mort comme ça soudainement. J'ai remarqué quelque chose, c'est que quand il cite le bateau ivre, c'est le dernier strophe. Il dit ni traverser, normalement c'est ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, et lui il dit ni traverser l'exil. Et je trouve que c'est génialissime qu'il ait dit ça. Et je ne sais pas si oui, il dit l'exil au lieu de l'orgueil, et ça donne un autre sens assez incroyable. Oui, vous ne saviez pas du tout ce qui allait se passer quand vous le filmiez, quand vous l'approchiez avec la caméra, parce qu'il y a l'idée, il y a le fait que vous le connaissiez, mais je ne pense pas que pendant 7 ans, vous l'avez côtoyé avec une caméra. Là, vous les avez. Non, pas du tout. Et là, c'est différent. Non. J'ai même refusé. Si vous voulez, il ne voulait pas du tout être filmé en général, Claude. C'est-à-dire que autant il filmait les autres, autant chaque fois qu'il était interrogé par une chaîne de télévision, par un truc comme ça, il était toujours en costume, cravate,
dans un fauteuil impeccable. Moi, ce que je voulais, ce qui m'a donné envie, c'est justement d'être en Corée du Nord. C'est-à-dire que dans un contexte très, très particulier où, disons, il lâchait un peu prise par rapport à l'image qu'il donnait d'habitude. Et justement, ça me permettait de le voir dans sa réalité, dans ce qu'il est, dans ce que moi, je connaissais parfaitement et que je n'aurais jamais filmé. J'aurais jamais eu l'idée. Il m'aurait étripé si j'avais commencé à le filmer quand on allait dîner tous les deux au restaurant ou je sais pas quoi, ou qu'on faisait d'autres choses, ou que j'accompagnais dans Paris pour des trucs, etc. C'est vrai, jamais il aurait accepté ça. Mais là, tout d'un coup, en Corée du Nord, il y avait une façon d'être à la fois on était collés les uns aux autres, parce que la Corée du Nord, on est obligé, on est un peu séquestré dans l'hôtel, quoi. Donc et puis on sort rarement. Et du coup, voilà, ça m'a donné l'idée de raconter ce voyage, parce que le voyage était hallucinant. On a failli se faire virer du pays. Parce qu'on le racontait n'importe quoi, tout de même. On le racontait qu'on faisait un film sur le taekwondo, et puis en fait, on faisait un film sur lui, quoi, sur la recherche de l'infirmière. Mais il se rendait, pardonnez-moi, vous avez interrompu, mais est-ce qu'il se rendait compte à un moment que vous étiez en train de les emmener en bateau? Écoutez, j'ai jamais réussi à élucider vraiment. Je pense que au moins l'un d'entre eux s'en rendait compte. Il faisait comme si c'était pas le cas. Vous savez, c'est toujours déjà en Asie, les gens ne parlent pas beaucoup et racontent pas toujours ce qu'ils pensent. Mais alors, en particulier en Corée du Nord, si vous voulez, ils sont même ils comprenaient, en tout cas, ils ont fait comme s'ils comprenaient pas. Et du coup, on s'est retrouvés. Non, mais on s'est retrouvés. Il y a un terrain d'ailleurs que je ne connaissais pas de Claude. C'était qu'on avait tous les deux, on s'est parfaitement entendu sur la ruse, sur comment raconter n'importe quoi aux gens avec aplomb, avec sérieux. J'ai gardé une scène entière où il se passe ça, où on leur raconte des cracks totaux devant eux. Et ça, lui et moi, on s'est parfaitement entendu. Moi, j'ai été dans beaucoup de pays du monde où j'ai été obligé de raconter n'importe quoi pour pouvoir faire des documentaires, je sais pas quoi, sur les talibans, sur les islamistes, sur les enfants soldats. Enfin, souvent, on est obligé de mentir. Lui avait fait ça beaucoup, je crois, pour Shoah, justement, quand il a été interrogé, y compris des anciens dignitaires nazis, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Donc, sur ça, on s'est parfaitement entendu et on n'avait même pas besoin de se parler parce que, en plus, le problème, c'est qu'en Corée du Nord, il y a tout de même des micros partout. Et quand c'est pas des caméras, donc il valait mieux se parler très discrètement. Donc du coup, mais on s'est parfaitement entendu sur le sujet. Et puis je crois que lui en imposait beaucoup aux Nord-Coréens qui n'avaient pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui avait un tel aplomb. C'est-à-dire que tout d'un coup, eux n'avaient pas du tout l'habitude de se faire engueuler. C'est pas du tout l'ambiance du pays. Et puis avec son âge et puis avec le fait qu'il leur sortait tout le temps, écoutez, moi j'ai rencontré votre président, votre grand leader, Kim Il-sung, moi, vous n'étiez même pas né, vous n'étiez même pas conçu, et vous n'allez pas commencer à me faire la leçon sur les trucs. Moi, j'étais dans la résistance en France, etc. Enfin, ça faisait que même les Nord-Coréens, ils étaient sous la table, quoi. Donc, quand ils les engueulaient. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à continuer ce voyage et à pouvoir filmer ce que je filme là-bas, parce que c'était... voilà, c'était la seule façon de faire, sinon j'aurais jamais obtenu tout ça dans ce contexte-là. Vous saviez comment le film allait se terminer? Par la dernière scène? Non, pas du tout. Non, c'est au montage que j'ai fait ça. Non, ce que j'ai conçu sur place, je me suis aperçu qu'il fallait absolument que je fasse ce film axé sur la vie et la mort. Parce que non pas que je sentais forcément que Claude allait mourir, parce que je ne le souhaitais pas du tout, mais j'ai compris rapidement que c'était que finalement, s'il voulait que son dernier grand voyage, ça soit là-bas en Corée du Nord, c'est parce que c'est tout de même à la mort qu'il pensait. Et qu'il cherchait un moyen de contourner peut-être la mort ou d'aller trouver un miroir de lui-même là-bas. C'est-à-dire que je crois que c'était ça qui m'a le plus frappé sur lui, plus que tout le reste. C'était de voir que finalement, c'est un film sur
sur quelqu'un qui veut vivre contre vents et marées, quel que soit son âge, et qui aurait bien vécu jusqu'à non seulement 120 ans, mais 1000 ans, si ça avait été possible. Et je crois que ça je n'avais pas prévu, de même que je n'avais pas prévu que je déflore pas trop le film, et que, si vous voulez, que même des Nord-Coréens qui sont quand même des gens impassibles, qui ont des ordres et tout ça, finiraient par avoir quelques larmes tout de même dans une scène du film, parce que c'est vrai qu'ils étaient tellement touchés par le personnage de Lanzmann. Ils se rendaient bien compte, par contre, que sans doute c'était son dernier voyage. Donc, que même eux, ça les a émus, et émus sincèrement. Pas émus comme quand il y a des grandes manifestations pour la mort de Kim Jong-il ou de Kim Il-sung, où les gens en font trop dans les pleurs. Enfin, voilà, on les voit avec des torrents de larmes, etc. Donc là, ils avaient des vraies larmes, des vrais sentiments, et c'est là d'ailleurs où c'est intéressant, même sur la Corée du Nord, parce qu'on voit que finalement, malgré le régime, malgré tout ce qui se passe, les gens, c'est tout de même des êtres humains, c'est pas des martiens. Voilà, c'est des êtres humains qui sont tout de même comme nous, même s'ils sont pas dans le même contexte, j'allais dire démocratique. Je sais pas si en France on a une démocratie, mais enfin, en tout cas, voilà, ils sont pas dans le même mode de vie, mais ils sont pas éloignés du monde, ils ont tout de même accès aux mêmes choses, ils ont le même amour, les mêmes téléphones portables, même si les leurs sont interdits pour appeler l'étranger. Ils ont tout de même certains des voitures. Je sais pas comment dire. Ils sont tout de même dans notre monde. Voilà. Et ça, c'était quelque chose aussi assez important à montrer dans ce film, je crois aussi, parce que autant c'est un film sur Claude Lanzmann, et j'espère que c'est un portrait chaleureux et émouvant de lui, autant c'est aussi je pense, la Corée du Nord comme on l'a à peu près jamais vu, c'est-à-dire de l'intérieur, et puis avec pas uniquement des endroits faits pour être montrés aux touristes, quoi. Enfin, pour les quelques touristes qu'il y a en Corée du Nord, c'est pas non plus Saint-Tropez. Donc, L'automne à Pyongyang, un portrait de Claude Lanzmann, c'est le 12 avril, ça sort le 12 avril, et c'est réalisé donc par François Margolin. Merci en tout cas d'être venu pour nous en parler, et puis allez voir le film. Il y a comme vous l'avez un peu évoqué, cette séquence assez bouleversante et très surprenante, qui un peu pratiquement ferme le film, et pas que. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci de m'avoir invité, et effectivement aller voir le film. Il sera à Paris, en particulier je ferai des débats au 3 Luxembourg, qui est un cinéma assez prestigieux, qui est au quartier latin, et je vais essayer de faire assez souvent des débats, y compris avec des proches, avec la veuve de Lanzmann et avec d'autres gens. Voilà. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous en tout cas, merci beaucoup. À bientôt, merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and